Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Allo Fiston. Je suis Louis et je suis en compagnie d'Emeline. Bonjour Emeline. Salut Louis. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant qui est celui de l'amour qu'on peut porter pour une marque et à quel point ça peut être utile pour avoir des clients fidèles qui reviennent. Mais avant de rentrer dans le détail, j'aimerais vous inviter, si vous êtes sur Apple, Spotify ou Deezer, à vous abonner à notre podcast. Ça nous aide beaucoup et ça nous montre que ce qu'on fait vous intéresse. Et de plus, si vous avez des questions sur le marketing, vous pouvez nous envoyer un email à business@allofiston.fr. Emeline, en préparant cet épisode, on est tombé sur une vidéo de coup d'état. Et dans cette vidéo, il y avait un exemple qui est très parlant et que tu vas me commenter juste après, qui disait « Personne n'a une marque, enfin une compagnie aérienne favorite. Par contre, tout le monde a une marque de céréales préférée. » Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, ma marque de céréales préférée, c'est les Chocapic, oui, mais j'ai pas de compagnie aérienne préférée. Et en fait, là, on touche à quelque chose de très important, c'est l'émotion, en fait, et c'est ça qui va créer la valeur pour votre marque et qui va faire surtout que vous allez revenir. Voilà, je vais pas acheter une boîte de céréales, je vais en acheter une toutes les semaines pendant 5 ans. Et ça, c'est hyper important parce que c'est la clé de votre business et d'un business pérenne. On en parlait dans un précédent épisode. Et surtout, ça va diminuer votre coût d'acquisition en fait des clients parce que vous allez peut-être faire de la pub ou pas. Et après, ça va vous coûter moins cher parce qu'il va revenir de lui-même. Alors, dans cet épisode, nous avons donc choisi de nous intéresser au thème de l'amour qu'on peut avoir pour une entreprise. Et pour le faire, nous avons choisi d'interviewer, en fait d'inviter quelqu'un que, Emeline, tu connais, et qui est un peu un expert dans le domaine. Exactement. J'ai tout de suite pensé donc à lui. Donc en fait, on va vous le présenter sans plus attendre. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Emeline. Bonjour Louis. Salut. Alors on est très content de t'avoir ici. Et alors moi j'ai décidé de t'inviter parce que tu me parlais de ta boîte il y a pas si longtemps et je me suis dit mais ce mec a vraiment master, on va dire maîtrisé la brand love, l'amour qu'on peut avoir pour une marque. Est-ce que avant de parler de ton entreprise, tu peux brièvement te présenter ? Tout à fait Emeline. Alors je m'appelle Jean-Charles, j'ai 29 ans. D'abord, je suis un ingénieur. J'ai étudié à Polytechnique Lausanne. Mes études terminées, je suis parti tout de suite aux États-Unis, où à San Francisco, j'ai lancé une boîte qui faisait du logiciel pour les sites de e-commerce, notamment du paiement mobile. Au bout de quelques années, on a fait du bon boulot, on était contents de nous, et mes cofondateurs ont réussi à faire une très belle négociation pour notre entreprise auprès de nos concurrents directs. Ce qui m'a permis donc de me libérer pour faire d'autres choses et j'ai décidé de lancer un site de e-commerce puisque du coup j'étais au contact de cette industrie depuis des années. J'ai lancé en Russie d'où venait ma fiancée. Et alors c'est quoi quel site de e-commerce en fait tu gères aujourd'hui ? Alors ça s'appelle matchabotanicals.ru si jamais vous voulez faire un tour. Et on vend donc notamment du thé matcha japonais premium mais toutes sortes de thé très très haut de gamme maintenant. Et puis quelques autres produits dérivés évidemment. Alors, c'est intéressant parce que en préparant cette émission, chez Allo Fiston, on essaye de préparer les émissions, pas toujours, mais celle-ci l'est. On est allé voir un peu en fait ce que tu faisais et on a vu que tu avais une mascotte. Alors en fait, on va passer un peu sous silence tous les fonctionnements du e-commerce classique pour s'intéresser vraiment au brand love, à l'amour pour une entreprise et à l'impact que ça a sur les clients et la fidélité des clients. Et donc, nous avons vu que tu avais une mascotte. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi une mascotte ? Quel est l'intérêt ? Tout à fait. Alors d'abord, je prends un petit peu de recul pour juste expliquer le marché dans lequel on est. On s'est très vite rendu compte en fait que c'était un marché de niche. Il n'y a pas tellement de personnes qui peuvent se permettre de dépenser 50 € pour une boîte de thé. Et donc, c'était extrêmement important pour nous de se baser sur des clients récurrents, de partir sur un objectif d'aller chercher des clients qui allaient revenir chez nous très souvent, parce qu'on pourrait pas faire seulement une seule vente à un seul client, sinon notre business serait condamné à vivre peut-être une seule année et après à fermer ses portes. Donc ça nous intéressait pas. On voulait créer de la valeur à long terme et donc on s'est dit il faut que tout soit fait de façon à ce que ces clients reviennent. Et donc oui, effectivement, on a créé une mascotte et le but c'est comme tout le reste dans le site dont on va parler après. Le but de la mascotte, c'est de créer une connexion avec le client. Donc la mascotte, qu'est-ce que c'est ? C'est une tasse de thé vert avec un visage humain qui sourit, qui est heureuse, sous les airs de dessin un peu japonais, un peu comme en japonais on dit kawaii, c'est-à-dire ça veut dire mignon. Ça a l'air un peu naïf, mais ça a l'air simple. Les gens connectent avec ça, ils accrochent, ça les met de bonne humeur.
Et alors là, moi, en préparant encore une fois cet épisode, moi je trouve que la mascotte c'est très très fort. Si aujourd'hui, vous qui vous écoutez, vous voulez faire une mascotte, vous pouvez, alors les animaux, les objets inanimés, ça marche très bien, mais si vous le faites, choisissez un visage humain à mettre dessus, comme ta petite tasse, si possible avec des grands yeux, parce que quoi, les grands yeux c'est confiant, ça crée de l'émotion et du contact. Et je trouve qu'il y a une marque qui le fait très très bien, c'est l'application Duolingo, je sais pas si vous connaissez, qui est en fait une petite chouette verte qui vous rappelle tous les jours, elle vous spamme sur votre téléphone, mais tu n'as pas fait ta leçon d'espagnol aujourd'hui, Emeline. Et alors, forcément, moi, je me sens un peu coupable. Je me dis, oh, mais la chouette va être déçue. Et en plus, ils ont poussé le truc à l'extrême, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser ses vêtements. Enfin, c'est vraiment, il y a un attachement très très fort. Et quand moi, je pense à Duolingo, c'est vraiment la petite chouette. Est-ce que Jean-Charles, vous, sur votre mascotte, vous l'habillez, vous lui mettez des petits trucs particuliers en fonction des situations? Alors, tout à fait, en fonction de la saisonnalité. Évidemment, elle porte un chapeau de Père Noël en hiver. Évidemment, elle joue dans la neige. Évidemment, quand c'est la crise du Covid, elle porte un masque. Et effectivement, ça nous permet de jouer dans notre communication, dans nos emails, et de voir qu'en fait, on s'adapte à l'actualité et qu'il y a du contenu nouveau. C'est excellent ça. Et au-delà de créer une émotion, on est vraiment dans le cœur du sujet, mais je trouve qu'une mascotte, ça permet tout simplement de se différencier sur le marché. Exactement. Alors, il y a un truc que tu me disais juste avant là qu'on commence à enregistrer, c'est que tu mettais un point d'honneur dans ton entreprise à offrir une expérience client qui soit la meilleure possible. Alors tu me disais que le premier truc qui était très important pour toi, c'était la qualité du produit. Et en fait, si j'en parle, c'est intéressant parce que on a un peu cette tendance marketing à dire le produit, c'est pas tellement important, ce qui compte, c'est la manière dont vous le vendez. Et toi, tu défends un petit peu l'inverse, j'ai l'impression. Faire la vente, c'est très important, mais si on veut créer de la valeur à long terme, il faut donc se différencier sur le marché et nécessairement, il faut avoir des clients qui reviennent. Un client reviendra pour plein de choses, mais d'abord pour le produit. Si le produit n'est pas aux attentes des clients, déjà, c'est un premier problème. C'est juste. Mais alors, est-ce que toi, déjà, t'étais passionné par le thé matcha ou ça t'est venu un peu comme ça? Alors, j'avais déjà un bon goût pour le thé japonais et le thé matcha en particulier avant, mais c'est quelque chose qui a grandi encore plus, évidemment, depuis que je vais 3 ou 4 fois par an au Japon pour rencontrer les producteurs directement. Il ne faut pas forcément être passionné par quelque chose dès le début pour commencer, mais ça aide quand même d'avoir un peu une passion pour un produit. Ouais. Ça viendra après, tout simplement. Je suppose qu'au fur et à mesure, quand tu te balades dans les champs de thé matcha, il y a quelque chose qui se fait. C'est vrai. Bien sûr. Alors, en fait, ça, c'est vraiment intéressant parce que le premier point pour créer de l'amour, c'est d'abord un produit qui respecte les gens, évidemment, mais surtout un produit qui les surprend et un produit qui fait qu'ils aiment la marque. Et le deuxième truc dont tu me parlais, c'était cette volonté de créer une prise en charge personnalisée du début du premier point de contact avec l'entreprise jusqu'à la première, deuxième, troisième commande. Et alors, comment vous faites ça pour offrir une expérience qui déchire? Tout à fait. Donc, dans un premier temps, il faut bien se mettre dans les chaussures du client qui commande sur un site d'une petite marque qu'il ne connaît pas. Peut-être il a vu quelques revues, quelques avis en ligne sur cette marque, mais un client qui commande sur une marque pas connue, il ne sait pas s'il va recevoir sa commande, il ne sait pas si le produit sera à la hauteur. Il a la trouille. Est-ce que tu as des exemples de clients qui ont eu la trouille, qui ont fait des trucs en mode ouais, j'ai trop peur? Est-ce que tu as des anecdotes comme ça? Ah oui, effectivement, c'est déjà arrivé sur pas la version du site qu'on a maintenant évidemment, mais au tout début de notre entreprise, il y a une cliente qui a fait opposition sur la carte de crédit 2 heures après avoir commandé chez nous parce qu'elle pensait qu'elle recevrait jamais son produit. Et pourtant, on avait déjà fait pas mal d'efforts. Mais, et c'est un cas vraiment rare, mais ça montre bien l'état d'esprit dans lequel certains clients se trouvent au moment de passer la commande. Alors comment vous avez fait en fait pour rassurer vos clients? Parce que c'est vrai que quand on commande en ligne, on n'a aucune preuve tangible qui nous attend. On se dit mon colis va arriver peut-être sous 10-15 jours. Comment vous les accompagnez dans cette attente? C'est ça, tout à fait. Le client attend son colis et plus l'attente se fait, plus l'impatience monte. Et puis quand le colis arrive, c'est l'émotion totale. Et alors, on joue complètement là-dessus. Tout le temps entre le moment où le client passe sa commande et il reçoit son colis, c'est extrêmement important. On envoie des emails, on préfère communiquer trop que pas assez. Le client est content de toute façon parce que il est inquiet pour sa commande, alors ça lui fait plaisir de recevoir des emails, savoir que voilà, on s'en occupe. Et notamment, on envoie un email qui est signé d'une des filles qui travaillent chez nous à l'entrepôt pour envoyer les commandes, avec sa photo, qui tient une boîte d'expédition de notre marque, qui dit voilà, c'est moi, c'est Natacha, et c'est son vrai nom. Je m'occupe personnellement de préparer ta commande, on va l'expédier, voilà, et ensuite voilà, elle est expédiée, elle devrait arriver à tel moment.
Et donc ça permet d'avoir encore une fois la photo, de mettre un visage humain sur toute la communication, et donc de rassurer le client et de se dire, voilà, là il y a vraiment une entreprise qui se soucie de savoir ce que je ressens et de se soucie du produit et de l'expérience. Je rebondis juste sur le fait, t'as mis le doigt sur quelque chose de très important, mieux vaut en faire trop que pas assez pour rassurer les gens. Surtout, en fait, effectivement, dans la période de livraison où tout le monde est dans l'attente de son produit, réussir à créer de la valeur sur la livraison, je trouve ça excellent. Et du coup, ça m'amène une deuxième question, c'est est-ce que vous utilisez un peu les stratégies qui sont de mettre des petits stickers, des petites attentions dans les commandes pour pousser en fait cet amour et créer le « c'était pas prévu, ils l'ont fait, c'est génial ». Alors, les stickers, non. On essaye en fait d'ajouter des choses qui ajoutent de la valeur au produit. Et notamment pour chaque produit, on a donc cette approche de travailler sur une expérience produit, et de dire qu'est-ce qu'on doit ajouter à un produit. Le client commande peut-être juste une canette de thé, mais est-ce qu'il a besoin d'accessoires, est-ce qu'il a besoin de recettes pour préparer parfaitement le produit et avoir 100% de la valeur? La réponse est évidemment oui. Et en fait, c'est un point qui est extrêmement important parce que peut-être que nous, on connaît 100% la valeur du produit, mais le client qui ne le connaît pas va pas savoir quoi en faire. J'aime bien prendre l'exemple d'une tablette de chocolat ou par exemple de truffes au chocolat. Peut-être le client qui connaît pas les truffes au chocolat va les commander, va les payer une fortune en se disant c'est le meilleur chocolat du monde, va faire un gâteau au chocolat avec. Évidemment, c'est que non, ce serait dommage. Voilà. Bien sûr. Donc évidemment, il faut. C'est peut-être un exemple simple, mais ça met un peu dans l'esprit de bien utiliser le produit et bien accompagner le client. Ça rejoint un concept marketing dont on parlait cette semaine. Oui, c'est que quand vous faites quelque chose, quand vous passez 1 heure à faire quelque chose, il faut en passer 4 à en parler, tout simplement, à prendre votre client par la main et à lui expliquer la qualité de vos produits, le choix de ce thé particulier, comment vous le récoltez, pour qu'en fait, il perçoive la valeur que toi tu sais déjà. Et tu as mis le doigt sur un autre truc qui, en fait, on fait pas des attentions pour faire des attentions, on fait une attention pour sublimer le produit que l'on vend. Et ça, c'est très très important. Alors du coup, il y a une troisième, je ne sais plus, je les compte plus, question qui émerge, c'est excellent, vous arrivez à avoir une très belle phase d'approche sur la première commande, mais est-ce que vous arrivez à garder le même niveau de personnalisation, le même niveau de petite attention sur les deuxième, troisième, etc. commandes? Tout à fait, c'est une question qui est hyper intéressante puisqu'effectivement, notre but c'est de garder les clients très longtemps. Et on a des clients qui en sont à leur 37e commande déjà en 3 ans, donc c'est quand même assez récurrent. Ils boivent beaucoup de thé. Ils boivent beaucoup de thé, effectivement. Pour ça, on a une deuxième approche. Au-delà de l'expérience produit, on a l'expérience client globale. Et donc, qui est de vraiment faire quelque chose de spécial pour le client à chaque commande. La première commande, on se met encore une fois dans les chaussures du client. Il ouvre sa boîte, il a attendu plusieurs jours sa commande, il n'en peut plus. Il ouvre, et là, il y a une opportunité pour créer de l'émotion. Il y a une opportunité pour faire quelque chose de mémorable, ou alors c'est juste une boîte avec un emballage plastique inintéressant, et il s'en souviendra pas. Alors du coup, vous faites quoi, vous, sur cette première commande? Alors nous, on a notre petite mascotte qui est imprimée sur une carte, et qui parle au client, et qui lui dit, avec son prénom imprimé sur la carte, c'est une carte personnalisée par personne, par commande, et qui lui dit « Emeline, ou Louis, merci beaucoup d'avoir acheté notre thé matcha ». Et c'est tout bête, mais juste d'avoir l'objet, la tasse, la mascotte qui personnalise la marque, qui remercie le client avec son prénom, ça en dit beaucoup en fait sur notre état d'esprit derrière. Et on va même encore plus loin parce que comme on veut que les gens utilisent notre produit régulièrement, on leur met un petit challenge en fait. On leur dit voilà, peut-être tu vas devoir changer tes habitudes maintenant et c'est bien. Bois notre thé tous les jours. Tu auras besoin d'en recommander d'ici 25 jours. Si tu recommandes d'ici 25 jours, tu auras 15% de réduction sur ta commande. Et on fait ça avec un code promotionnel qui est aussi le prénom de la personne, Emeline-1234 avec un chiffre derrière, qui permet donc d'avoir vraiment cette notion d'attention au client particulière et qui l'engage donc à recommander prochainement. Alors, je me permets de faire un petit jump-in ici. Si, comme moi, vous avez eu des magazines qui arrivaient dans votre boîte aux lettres quand vous étiez jeune, vous avez probablement remarqué que lors du premier numéro que vous receviez, vous aviez immédiatement dedans les coupons de réduction pour vous réabonner pour l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose là, et l'idée derrière ça, c'est il n'est jamais trop tôt pour vendre. Et le moment où le client reçoit sa première commande, c'est un peu le moment AA, enfin le ha-ha moment en anglais, où le mec est trop content. C'est ce moment-là où il faut directement lui revendre un truc.
Et là, c'est très fort parce qu'en plus, c'est couplé avec le challenge de. Alors en fait, tu vas arrêter de boire du café tous les matins, tu vas boire notre thé matcha, ça va te prendre 25 jours pour épuiser cette boîte, pas un de plus, pas un de moins. Et si tu commandes dans ces 25 jours, t'as un code de réduc. C'est parfait. Moi, je suis vraiment très admirative de ce truc. Alors peut-être que la question qu'il faut se poser maintenant, c'est quels sont les résultats? Parce que c'est super. Mais alors, je pense que t'es un peu allé trop vite en besogne. Moi, je suis super contente. J'ai commandé ma première commande. Natacha m'a dit que ça arrivait. J'ai eu ma première commande, j'ai eu un code promo. Je recommande. Qu'est-ce qui se passe à la deuxième, troisième, quatrième interaction? Est-ce que maintenant que vous m'avez séduite, vous me laissez un peu tomber et j'ai juste ma tasse de thé? C'est un bon point. Et d'abord, le code promo qui peut faire peur à certains. En fait, on s'est aperçu que de le mettre, effectivement, ça avait un énorme résultat pour que les gens recommandent après. Mais les gens ne l'utilisaient pas forcément lors de leur commande ensuite. Donc, c'est plus un effet psychologique qu'autre chose, mais les gens se souviennent de l'attention. Et on a vraiment eu une différence entre les commandes qui l'ont et qui l'ont pas. Donc ça marche. Et pour la deuxième commande, donc c'est des gens quand même assez spéciaux. Ils nous ont fait confiance une première fois, ils ont eu le produit, ils l'ont aimé, et ils passent une deuxième commande. Donc c'est vraiment des gens qui aiment la marque, ils aiment le produit, ça y est, la connexion est créée. Et eux, si on ne reconnaît pas ces clients, ils ont déjà eu une expérience tellement incroyable la première fois, si la deuxième fois on leur met rien ou on leur met la même chose, peut-être l'effet s'estompe et au final on perd la connexion. Ouais. Parce que tu as juste l'impression de parler à une machine en fait. Voilà. Alors pour la deuxième commande, on reconnaît tous ces clients et on leur fait une carte personnalisée différente qui cette fois où elle a toujours notre petite tasse mais qui les remercie de passer leur deuxième commande avec nous. Et cette fois on leur met pas un code de réduction parce que il faut varier et puis c'est plus ce qui les intéresse sûrement. On leur met carrément un cadeau. On leur met une recette personnalisée avec leur prénom pour faire un petit pudding au matcha avec des graines de chia. Et on met tous les ingrédients qui sont nécessaires, le lait végétal, les graines de chia, le petit emballage de matcha supplémentaire. C'est complètement gratuit, c'est pas du tout attendu, mais les gens qui nous ont fait confiance une deuxième fois, ils se sentent vraiment spéciaux. Parce qu'on a reconnu qu'ils étaient revenus, et on leur a dit merci beaucoup, et c'est vraiment notre philosophie. Et pour la troisième commande, là on dit qu'on commence à se connaître déjà un petit peu mieux, et on leur imprime un quiz personnalisé sur le thé japonais en général pour tester un petit peu leur connaissance. Bon voilà, tu consommes du matcha depuis 3 mois maintenant. Peut-être que est-ce que tu connais ces détails, est-ce que tu sais comment c'est fait, est-ce que tu sais d'où ça vient. Et en fait, ça aide aussi, si les gens ne le savent pas forcément, ça aide en fait à créer encore plus de connexion avec la marque puisqu'ils connaissent tous les détails et maintenant ça les intéresse. Alors moi, en écoutant ça, je me dis les retombées ne peuvent être que positives. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez des déluges de messages dithyrambiques sur les réseaux sociaux? Comment vous arrivez à mesurer ça? Et est-ce que c'est vraiment aussi efficace la personnalisation? Alors c'est énorme à plein d'aspects. Le premier aspect, c'est le taux de client qui revient après la première commande. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 25%. C'est qu'un client sur 4 recommande chez vous quand même. Un client sur 4. Pour un produit à 50 €. C'est pas forcément le cas pour un supermarché, par exemple. C'est peut-être moins. Donc, c'est effectivement assez élevé. Et il augmente même avec les autres commandes. On passe à 40% après au bout de 2-3 commandes. Donc, c'est relativement élevé. Ça, c'est le premier point. Et c'est vraiment, ça s'inscrit dans notre esprit de créer de la valeur à long terme. Le deuxième point, c'est au niveau du taux de conversion. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui voient, on appelle ça en anglais l'unboxing, quand tu ouvres quand on ouvre le colis, voilà. On a un nombre incalculable de personnes qui postent sur, je dis incalculable parce que je ne sais pas combien c'est, mais peut-être 20 à 30 posts par jour sur Instagram de personnes qui ouvrent leur boîte et découvrent et sont super excités et c'est génial. Et ils postent ça sur leur réseau. Et ils se mettent en jeu, ils mettent leur crédibilité en jeu pour faire connaître ça à leurs amis. Donc, d'un côté, c'est vachement bien parce que ça nous aide dans la communication. De l'autre côté, ça rassure des clients potentiels qui voient que, effectivement, le client qui a la trouille normalement de commander sur une marque inconnue, là, il voit qu'en fait, c'est du solide quand même. Et ça rejoint typiquement ce qu'on disait dans notre podcast sur transformer vos clients en ambassadeurs, c'est qu'en fait, là, les gens engagent leur crédibilité, du coup, ça va directement toucher leur cercle d'amis, générer un bouche à oreille positif, et surtout, en fait, ça va donner une preuve sociale et qui va augmenter la réputation de la marque. Si moi, je vois que c'est des gens comme vous et moi qui ont posté sur leur Instagram, sur leur Facebook, une vidéo où ils sont tellement contents de recevoir leur thé qu'ils sont en train de le filmer et de le poster, donc de s'engager, en fait, ça me rassure. Je me dis, cette marque, elle sait ce qu'elle fait, je peux commander chez eux, les yeux fermés. Complètement. Que tu as un exemple de fonctionnement en interne, peut-être que ce soit au niveau du SRC, de l'équipe des produits, enfin de l'équipe produit, etc., pour renforcer la brand love, cet amour de la marque. Est-ce que vous apportez une intention particulière au service client, à l'expérience utilisateur sur le site? Est-ce qu'il y a des choses comme ça supplémentaires pour toujours offrir l'expérience la plus complète, la meilleure qui soit au client?
Absolument. Alors, de nos jours, on parle beaucoup de culture d'entreprise. C'est quelque chose qui est assez important. La culture d'entreprise, on a voulu la focaliser sur la qualité du produit et puis sur créer de l'émotion avec les clients. Et donc, nos employés, tout le monde, c'est des gens qui d'abord adorent nos produits. On a recruté beaucoup de nos employés parmi nos clients. C'est ça, c'est des gens qui étaient déjà amoureux du produit en premier lieu. Et ensuite, ils nous ont rejoints et ils se disent « Ouais, c'est tellement bien, je veux vendre ça ». Donc eux, ils aiment, ils communiquent cet amour pour le produit aux clients et tout est tourné. Donc évidemment, que ce soit Natacha ou que ce soit d'autres personnes qui sont en relation réseaux sociaux ou au téléphone, c'est des personnes, tout le monde a pour consigne et pour état d'esprit de procurer de l'émotion, de procurer un service client exceptionnel. Alors, il y a un truc que tu me disais aussi tout à l'heure, et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que c'est presque un contre-courant de la tendance actuelle. Tu me disais, en substance, que vous aviez saturé l'espace publicitaire et votre croissance online possible, et que du coup, vous étiez obligé d'aller dans le monde physique. Qu'est-ce que vous faites pour aller dans le monde physique, je veux dire? Alors, aujourd'hui, on ouvre des points de vente physiques, des cafés, en fait, des petits cafés, qui sont en fait pas des cafés, puisqu'on n'y sert pas du café, mais du thé, donc des bars à thé, où, effectivement, nos clients peuvent aller déguster un thé dans des conditions idéales, avec pareil des baristas donc qui préparent un thé, qui sont aussi amoureux du produit, qui connaissent le produit, qui peuvent en parler, et donc aussi faire sentir à des clients dans le monde physique que donner 100% de l'impression de valeur du produit. Bien sûr. Si tu as aujourd'hui un conseil à donner à quelqu'un qui se trouve derrière le micro et qui veut créer cet amour pour leur marque, qu'est-ce que ça serait en fait? Ce serait de penser chaque produit ou de penser la marque en fonction de l'expérience client et de... Non, en fait c'est intéressant parce que relier le produit à l'expérience client, c'est quelque chose qui est pas forcément toujours mis en avant, et on a parfois tendance à mettre d'un côté le produit et de l'autre côté le marketing avec l'enrobage autour. J'ai l'impression que toi, ce que tu dis, c'est en fait les deux ensemble, ça synergise. Oui, tout à fait. Pour reprendre mes mots, en fait, effectivement, c'est pas juste une question de marketing, c'est pas juste une question de vendre. Pour la valeur à long terme, il faut avoir cette notion d'expérience globale et de pouvoir distribuer la valeur du produit autant que le produit. Le produit suffit pas, il faut voir sa valeur. Il faut distribuer la valeur du produit autant que le produit. C'est important. Voilà. Et aussi, ce que tu nous disais tout à l'heure, moi ce que je trouve très fort, c'est qu'aujourd'hui dans notre monde, on essaye en fait d'optimiser de partout et surtout de pouvoir faire des processus très très simples pour les passer à la vitesse supérieure. On appelle ça scaler en anglais. Et toi, tu m'as dit en fait, ça sert à rien de scaler un truc s'il n'est pas bien de base. Et en fait, c'est ce que je trouve très très fort avec toi, c'est que tu as réussi à mettre de l'émotion, de l'individualité, à ton produit, et c'est ça qui est beau parce qu'en fait tu te rends compte que si tu fais quelque chose de très bien et que tu parles à chaque client comme s'il était unique, en fait ça se scale tout seul. Tout à fait. Quand il y a un moment où c'est plus possible de faire quelque chose d'une certaine façon, eh ben on trouve une solution. Et donc on peut fournir une expérience exceptionnelle, et au début ça n'a pas d'importance de scaler puisqu'on n'est pas à l'échelle, donc de toute façon c'est pas bloquant. Et le jour où ça devient bloquant, eh ben on trouve une solution, peut-être on arrête de faire quelque chose, on trouve une alternative. Mais en tout cas, ça sert à rien de penser au moment où on aura 1 million de clients, puisque c'est pas le problème aujourd'hui. On n'a pas. Voilà. Alors, on arrive à la fin de l'interview et on va te poser une question. Tu vas être le premier invité auprès de qui on institutionnalise cette question. Si aujourd'hui, on te donne 10 000 euros, tu n'as pas vraiment d'enjeu, en tout cas, tu n'as pas d'actionnaires qui vont te demander d'avoir un ROI, vraiment un retour sur investissement positif avec ces 10 000 euros. Quel canal marketing, quelle action marketing voudrais-tu tester avec ces 10 000 euros? Alors, nous, on est dans une situation un peu particulière qui est qu'on a donc un peu épuisé notre potentiel de croissance en ligne. C'est-à-dire qu'on peut doubler notre budget marketing en ligne et on va pas faire nécessairement beaucoup plus de ventes. En tout cas, beaucoup moins que l'augmentation de budget marketing. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de se développer dans le physique avec des cafés. Je pense que j'essaierai peut-être d'ouvrir des corners. Pour 10 000 euros, c'est peut-être possible d'ouvrir un corner dans un grand magasin, éventuellement dans un duty-free d'aéroport, où il y a beaucoup de passages, éventuellement des gens avec un peu plus de pouvoir d'achat, qui est donc notre public cible, et on peut communiquer de la valeur comme ça. Je pense notamment à La Durée qui fait ça très très bien. En fait, tu as des petits corners de macarons à chaque fois dans les aéroports. Emeline, je crois qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup Jean-Charles. Est-ce que tu peux redire le nom de ta marque de thé matcha? Tout à fait, c'est Matcha, M-A-T-C-H-A, Botanicals,
comme Botanicals. Et vous pouvez nous trouver sur Instagram ou sur matchabotanicals.ru, le site en russe. Tout est en cyrillique, mais Ouais. personnellement, je trouve ça très très beau, donc vous pouvez aller C'est un beau vérifier. site, vous pouvez le voir quand même. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Si vous êtes restés, en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, et à nous laisser un avis si ça vous a plu. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!